prochaine. Alors. Madame Pierrette Poncelat, professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre. Donc le titre qui figure sur le programme « Peine et prison, la tentation de la régression » en fait est issu de ma dernière chronique que j'avais fait à propos des lois terrorisme, les dernières du 3 juin et du 21 juillet 2016. Donc comme je suis la dernière intervenante, je vais couper dans ce que j'avais prévu de vous dire. L'essentiel est la chose suivante. Ce que je voudrais souligner, c'est que par accros successifs, ce qui fut durement acquis, et d'abord par les personnes détenues elles-mêmes, j'y insiste, est en train de s'étioler. C'est-à-dire un droit de l'exécution des peines qui a été progressivement, très progressivement et durement concédé, qui fait l'objet de sapes répétitives. Comment ? C'est sous couvert d'application à des catégories particulières de condamnés que sont introduites des procédures qui sont jalonnées d'obstacles multiples, des conditions supplémentaires de fond, de délai, d'avis, d'expertise à recueillir. Et donc il y a une multiplication de régimes particuliers de détention qui sont de plus en plus restrictifs, des possibilités même d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes détenues. Des régimes, mais aussi des lieux discriminatoires, ségrégatifs même. D'autres disent, c'est plus élégant, des régimes différenciés. Et ainsi, il y a, je crois, un mouvement en droit de l'exécution des peines qui se précise. C'est la création de droits, de l'application et de l'exécution des peines, si on veut bien faire la différence, que l'on peut appeler dérogatoires ou spéciaux, qui a été initié, vous vous en souvenez peut-être pour les plus âgés d'entre vous, pour les auteurs d'infractions sexuelles. Ce fut les années 90, où on a commencé à développer un régime particulier, et qui se développe de façon, pour moi, très inquiétante pour les auteurs d'infractions de terrorisme, surtout quand l'on sait ce que sont les incriminations terroristes. Pour infraction terroriste, je n'ai pas le temps de l'exposer ici. Alors, je dis bien que je parle des droits, du droit de l'exécution. Je ne parle pas des pratiques, c'est-à-dire qu'auparavant, il y a toujours eu des pratiques discriminatoires pour différentes catégories particulières de détenus. On est bien sur du droit qui se constitue particulier. Et donc, je soutiens que, de fait, mais aussi de plus en plus en droit, il y a certaines personnes détenues qui se trouvent exclues du droit commun de l'exécution et de l'application des peines, et plus largement d'ailleurs du droit commun pénitentiaire, puisque ça concerne aussi éventuellement des prévenus. Ce n'est pas simplement les condamnés. D'ailleurs, une idée qui a été reprise par une collègue tout à fait classique dans la petite revue de droit pénal, qui, alors elle l'étudie simplement du côté des aménagements de peine, mais elle a titré son étude « Vers un droit spécial des aménagements de peine ». Alors, c'est sur cette question que je voudrais insister un petit peu, mais pourquoi ? Parce que il y a ce droit, mais il y a aussi, surtout pour moi, le risque, d'ailleurs déjà avéré, d'une sorte de contamination de ces droits spéciaux sur le droit commun de l'exécution des peines, quand ce n'est pas d'ailleurs une extension.
nous avons en mémoire tout de même ce ballon d'essai que fut la loi de 86 en matière de terrorisme, ballon d'essai réussi d'ailleurs, relative aux infractions de terrorisme. Après cette loi de 86, nous avions eu quantité de lois créant des procédures dérogatoires pour des catégories particulières de criminalité. Et à cet égard, les lois du 3 juin et du 21 juillet 2016 sont absolument exemplaires. Alors elles ne sont pas arrivées comme ça. Elles ont été précédées depuis le début des années 2000 par plusieurs textes traduisant une récidivomania complètement débridée, qui se nourrissait du moindre fait divers, loi dite de lutte contre, et aujourd'hui, donc il y a eu ces lois axées sur la récidive, et aujourd'hui, il y a ces lois de lutte contre le terrorisme qui sont un réservoir inextinguible d'aggravation, voire de dénaturation des peines en elles-mêmes et de dégradation du droit de l'application des peines. Et donc j'ai aussi soutenu dans cette étude que l'on assiste en fait, pour les terrorismes, mais pas seulement, au retour en droit des peines afflictives et infamantes, éliminatrices. Il y a un nouvel engouement, semble-t-il, pour ce type de peines. Peines afflictives et infamantes, là aussi un peu d'histoire, elles étaient sorties par la grande porte en 92-94, qui était celle des règles et principes généraux de la partie, du moins la partie générale du Code pénal. Et les peines afflictives et infamantes reviennent, mais elles ne reviennent pas directement. Elles reviennent par une multitude de petites ouvertures qui sont disséminées dans des règles spéciales de droit pénal et de procédure pénale, qui traduisent, pour moi, rien de moins que la mise en œuvre d'une politique pénale et pénitentiaire régressive. Alors, je ne peux pas le développer ici, on n'a pas le temps. Le dernier colloque du SAF a eu lieu à Marseille il y a peu, c'était le 14 et 15, et j'ai eu l'occasion de refaire à ce colloque d'histoire de toutes les dispositions juridiques qui ont progressivement intervenu. Et la loi inaugurale à cet égard, très importante, le droit est important. La création d'un dispositif juridique en lui-même est important. Il va avoir des usages après importants. 78, il y a eu la grande loi de 75. En juillet 75, on est tous d'accord là-dessus. Et la France a été pionnière en 75, vraiment. 78, qu'est-ce qu'on crée ? La période de sûreté. Oh, alors là, une création juridique formidable. C'est cette période de sûreté qui va permettre le développement d'une économie punitive, de la dangerosité et même de la précognition qui, utilisant les outils généraux de gestion des populations qui sont propres au néolibéralisme, vont être le support de ce que j'appelle une politique pénale et pénitentiaire régressive. Alors, bon, je ne peux pas faire tout l'historique, vous vous souvenez, 94, la perpétuité réelle. 98, un autre dispositif juridique formidable pour cette politique-là. Le suivi socio-judiciaire, 98, pour les infractions sexuelles. Ensuite, il a été formidablement étendu dans la durée, dans son champ d'application, et puis surtout, le suivi socio-judiciaire que les magistrats n'ont pas prononcé, mais qui est encouru. Et là aussi, ça va être le support d'un nombre de dérogations formidables au droit de l'exécution et de l'application des peines. Ah, vous n'avez pas été condamné au suivi socio-judiciaire ? Ah, mais il était encouru. Et donc, là-dessus, on va greffer quantité de règles dérogatoires. Alors 2004 aussi, le crédit de réduction de peine. J'ai développé ailleurs cette logique financière qui infuse dans le droit de l'exécution des peines. Pour ceux que ça intéresse, je pense que le SAF va mettre sur son site
les notes dans lesquelles je développe ça, notamment en renvoyant à des études plus approfondies. Crédit de réduction de peine, formidable. C'est un crédit. Vous êtes bien conduit en détention? Ah non, 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 mais vous avez cru que c'était acquis, mais pas du tout. On vous en faisait crédit. Et donc, vous savez après ce qu'on va faire du crédit. Ben, le crédit de réduction de peine, c'est-à-dire les réductions de peine que vous avez obtenues pour votre conduite en détention. Bonne conduite et RPS, les deux. Eh bien, quand vous allez sortir, ça va servir à vous soumettre à des obligations, des contrôles, etc. Et si vous ne les suivez pas, hop, vous retournez en détention. Vous voyez, tous ces dispositifs juridiques que l'on crée ne sont pas anodins. Bon, beaucoup s'en sont réjouis en 2004, moi pas du tout. Déjà, le mot crédit me faisait horreur. Vous voyez? Crédit? Comment ça, un crédit? Mais je me suis bien conduit, c'est à moi, je l'ai eu, ma réduction de peine. Non, 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 vous êtes trompés. Et alors, là aussi, pour tous les sortants de prison, alors les gens applaudissent, oh, l'individualisation, c'est bien, ils sortent, on va les suivre. Attention, c'est un suivi judiciaire, On n'est plus du tout dans l'assistance aux libérés. Et le suivi socio-judiciaire, parce que le milieu ouvert est de plus en plus terrible. Un nombre d'obligations, de contrôles, de sanctions quand vous ne les suivez pas qui est épouvantable. On s'occupe du milieu fermé, mais il faudra un jour s'occuper du milieu ouvert de façon beaucoup plus sérieuse. Bon, passons. Je passe parce qu'il y avait tellement de choses. 2005, alors là on va arriver aux mesures de sûreté. La surveillance judiciaire. Bon. Et c'est à partir de 2005, avec la surveillance judiciaire, que l'on utilise le suivi socio-judiciaire encouru. 2005. Et c'est pas si loin. Le PSEM, 2005. Il y a tout ça. Et puis, alors, il y a quelque chose... On n'y a pas assez insisté ce matin, quand on parlait de la suspension de peine médicale. C'est aussi en 2005 qu'on a complètement dénaturé cette mesure, en introduisant... une restriction qui est le risque grave de renouvellement de l'infraction. Ah bon? Le risque grave de renouvellement de l'infraction l'emporte sur quelqu'un qui a le pronostic vital engagé? Bon, pour moi, ça a complètement dénaturé la mesure, et puis elle devient révisable, tous les 6 mois. Passons. Alors, je n'ai pas le temps de le voir, mais c'est aussi à ce moment-là que s'insinue le thème de l'évaluation. Attention! Il faut savoir quelle évaluation. C'est une évaluation à partir de grilles statistiques. Ça n'est pas l'évaluation que les CPIP, par exemple, ont toujours pratiquée. Une évaluation qui est fondée sur le savoir professionnel et les relations interpersonnelles. C'est tout autre chose qu'on a mis en place. Les outils actuariels, c'est pas joyeux. Bon, je passe, j'ai pas le temps. Bon. Bref, je résume pour moi le droit de l'exécution des peines d'une façon générale cette fois-ci, avant de revenir aux lois sur le terrorisme. Le droit de l'exécution des peines, de l'application des peines est en train de faire que les peines soient dorénavant des peines extensibles, et cela potentiellement à perpétuité. Il faut y être attentif à cela. Il faut qu'un jour, quelqu'un dise « ça y est, j'ai fini ma peine, vous savez, payer ma dette à la société ». Terminé ça. Pour moi, si vous voulez, c'est comme des dossiers de surendettement qu'ils ont, les condamnés maintenant, avec des taux d'intérêt qui n'arrêtent pas de monter. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas finir sa peine. C'est de plus en plus difficile. Alors, l'aggravation des peines encourues, je n'ai pas le temps de le voir, de ces lois de juin et de juillet, mais elles ont aussi été très effectives. Alors, notez quand même que dans les aggravations, maintenant, lorsque l'on est condamné pour une infraction de terrorisme, qui ne sont pas toujours des crimes, il y a des délits, vous savez, tous ces délits de soutien et d'aide dont l'élément matériel est loin d'être certain, l'intention est présumée, enfin bon, je n'ai pas le temps de faire du droit pénal ici, mais c'est pas rien ce type d'infraction. Eh bien, le SSJ est possible, donc il est encouru.
D'accord? Bon, donc ça aussi s'est passé. Hein. Et puis, deuxième point, là je vais aussi passer rapidement, hein, puisqu'on n'a pas trop le temps, vous me dites. Hein. Ces lois de 2016 ont mis en place des nouveaux régimes et des quartiers de détention avec des nouvelles méthodes de surveillance. Dommage que M. Morel-Darleux soit parti d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé en discuter avec lui. Lui, il a davantage la pratique, évidemment, encore que ce soit relativement récent et qu'il est au ministère. Mais tout de même, bon, il doit en avoir la pratique. Alors, notez bien que ces régimes, ces quartiers de détention qui sont créés, si elles ont été prévues pour des personnes détenues ou mises en examen ou condamnées pour des infractions de terrorisme ou suspectées, donc pour les prévenus, de radicalisation souvent, eh bien, quand on regarde bien les textes, quand on les lit attentivement, c'est un champ d'application de fait et potentiellement beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que les termes de la loi, souvent vous oubliez, le terrorisme est oublié, hein, radicalisation est oubliée. Et on a trouble à l'ordre public, maintien du bon ordre de l'établissement, etc. Donc les textes, il faut les lire attentivement. Ils sont porteurs d'une extension considérable. Les unités dédiées. Vous avez fait beaucoup de choses sur les... Donc je vais pas y revenir, hein, mais c'était pour qui? Je lis les personnes, hein, exécutant une peine, quand leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement. C'est beaucoup plus large. Donc, peut-être pour le moment, on ne l'applique qu'aux supposés radicalisés, je déteste ce terme, ou les supposés terroristes, mais on peut l'appliquer dans d'autres cas, ça viendra. À mon avis, ça va venir. Hein? Bon, et puis là, Urvoas a annoncé autre chose, enfin bon, je n'ai pas le temps de le voir. Bon, la CNCDH vient de rendre un avis du 18 mai 2007 où elle recommande différentes choses. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là. On n'a pas le temps de le voir, pour ça il aurait fallu en discuter avec quelqu'un de la paix. La CNCDH quand même soulève quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est le double emploi entre tous ces dispositifs que l'on ajoute, alors qu'il y avait déjà des dispositifs de droit commun. Par exemple, les détenus particulièrement signalés. Ils existent. Pourquoi on a besoin de créer tout ça? Bon, les dispositifs aussi pour remettre les gens dans de grosses mains, des sentiments de citoyenneté qu'on doit inculquer, mais on a les programmes de prévention de la récidive qui existent, les PPR. Donc pourquoi est-ce qu'on crée d'autres choses? C'est-à-dire les bah si, on sait pourquoi, mais bon, peu importe, je m'en étonne quand même. Bon. Donc ils existent, ces dispositifs de droit commun. Bon, les fouilles intégrales, j'y reviens pas, c'est un sujet difficile, hein, parce qu'il en va de la sécurité aussi des personnels. Hein. Bon, donc passons, je ne le traite pas. Mais il y a deux techniques de surveillance qui ouvrent pour moi un nouvel épisode dans la longue histoire des moyens d'assujettissement qui sont mis en œuvre dans les rapports de force, de pouvoir, qui structurent les relations sociales et économiques. C'est la vidéosurveillance dans les cellules, donc je le note, je n'aurai pas le temps de trop y insister, et puis les techniques propres au renseignement. Bon, alors, vidéosurveillance dans les cellules, ce que j'ai appelé l'infamie par le regard, voilà une peine. Alors, ce n'est pas une peine, mais c'est l'infamie. Hein. Bon, donc pourquoi? Bah, avant, il y avait, mais c'était dans les cellules de protection d'urgence et ça durait peu de temps, c'était les risques de passage à l'acte suicidaire ou d'automutilation.
Donc maintenant, il y a un nouvel article 58.1 ajouté à la loi pénitentiaire qui légalise donc ce type de placement dans des cellules avec la vidéosurveillance. Des personnes donc, qui ne sont pas condamnées, qui sont en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, et là je lis. Donc c'était pour monsieur S.A., vous savez, qui était détenu en raison des attentats, je ne sais plus lesquels, c'était 2015, hein, 2015. Voilà. Bon, donc pour lui. On dit, dont l'évasion ou le suicide pourrait avoir un impact important sur l'ordre public, eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celle-ci sur l'opinion publique. Donc c'est très large. Autrement dit, il faut assurer la présence de ces personnes à leur procès. Bon. Donc un champ d'application très vaste. Alors évidemment, ce que quelqu'un a appelé les petits épiciers de la procédure ont bien travaillé, hein, c'est-à-dire qu'on a toutes les garanties possibles au point de vue procédural. Et d'ailleurs, le Conseil d'État probablement n'avait pas attendu ça pour rendre une décision le 28 juillet 2016 pour dire que tout était bien, hein, que la mesure contestée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant. En tout cas, elle ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie. Voilà, d'un terroriste. Voilà, peut-être un terroriste. Pour ça, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure. J'avais noté tout à l'heure, je voulais vous le rappeler parce que moi, ça m'a servi beaucoup dans ma pratique. J'ai aussi été avocate pendant 11 ans. Ce que disait Robert Antelme en 1945 à la sortie des camps de concentration où il a passé un certain temps. Il disait la chose suivante. Il n'y a pas de problème. Le prisonnier est un être sacré parce que c'est un être livré et qu'il a perdu toutes ses chances. Ça, on devrait toujours s'en rappeler. Voilà pour la vidéosurveillance. Il y a aussi le déploiement du renseignement pénitentiaire. Les motifs sont extrêmement larges, là aussi, pour utiliser les techniques propres au renseignement pénitentiaire, prévenir les évasions, assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Donc c'est très large, ce n'est pas simplement en matière de terrorisme. Alors, je vous renvoie, puisque je n'ai pas le temps de le faire, aux derniers arrêtés qui ont été rendus. Il me semblait que j'avais pris les références. C'est les arrêtés d'avril 2017, où vous trouverez toute la réorganisation du renseignement pénitentiaire. Arrêté d'avril 2017. Je n'ai pas le temps de le voir, vous en conviendrez. Bon, et voilà mon troisième point. Ce que j'ai appelé un droit de l'application des peines au service de l'élimination. C'est ce qui a été mis en place pour les personnes condamnées pour infractions terroristes. Alors, comment ? Eh bien, en écartant pour les auteurs d'infractions de terrorisme, crime ou délit, toute possibilité de pouvoir bénéficiaire de mesures courantes, voire fondamentales, d'application des peines. Là, c'est vraiment un droit de l'application des peines spéciales qui a été mis en place, subrepticement. Bon. Mais ça aurait pu être pire. Il y a un rapport sénatorial au moment où on a renouvelé la loi sur l'état d'urgence. Il y a un rapport sénatorial, je vous donne la référence, je n'ai pas besoin non plus de le voir. C'est le rapport 804 du 20 juillet 2016, où il était proposé, là carrément, de créer un droit spécial
pour les personnes condamnées pour terrorisme qui devait être beaucoup plus rigoureux que le régime de droit commun. Donc c'était dit, c'était clair. Donc on enlevait bien sûr tous les aménagements de peine, pratiquement, et donc l'élimination, pratiquement, puisqu'il y a d'autres mesures, rétention et surveillance de sûreté, pour eux aussi, hein, et puis d'autres petites choses gentilles qui étaient prévues. Alors j'en reviens à l'exclusion du bénéfice de plusieurs mesures d'application des peines. Ces lois ont fait que lorsque l'on est condamné pour terrorisme, on ne peut pas bénéficier de suspension de peine et de fractionnement de peine, que ce soit ab initio, bien sûr, mais là, ce n'est pas mon objet, mais comme mesure d'aménagement. Alors, on nous dira, mais la suspension de peine médicale, finalement, ils l'ont laissée. Ben oui, mais comme maintenant, ils encourent le suivi socio-judiciaire, bon, on pourra les rattraper de ce côté-là, mais surtout, suspension de peine médicale pour eux et le risque grave de renouvellement de l'infraction. Bon. Donc, parce qu'évidemment, ils vont être soumis à évaluation, et comme tout le monde se couvre dans ces procédures d'évaluation, qui va prendre le risque de dire ben non, ça va, bon, enfin bon, on connaît ça par cœur. Pas de semi-liberté, pas de placement à l'extérieur, plus de crédit de réduction de peine. Là, ils n'en bénéficient plus. Une suppression sèche du crédit de réduction de peine. Quant aux réductions de peine supplémentaires, elles peuvent à la rigueur encore être accordées, mais oui, c'est là, je me suis trompée tout à l'heure, excusez-moi, que le suivi socio-judiciaire encouru va pouvoir servir éventuellement, puisque vous savez que si on n'accepte pas de suivre le traitement que le JAP recommandait, vous n'avez plus de réduction de peine supplémentaire, ou si on va estimer que vous ne le suivez pas assez bien, là aussi on vous retire les réductions de peine supplémentaires. Et cette volonté, donc, qui est inscrite dans la loi, d'infliger des peines afflictives, là, hein, il va falloir faire souffrir, voire vengeresse, aux condamnés pour infraction de terrorisme, va trouver dans la période de sûreté et la libération conditionnelle les moyens juridiques nécessaires à l'effectivité de ces peines inexorables et éliminatrices. Donc, là est créée aussi une période de sûreté éliminatrice des auteurs d'infractions de terrorisme. Alors, la durée, bien entendu, hein, on reprend le mécanisme qui avait été prévu en 1994, qu'on applique aux infractions de terrorisme, 30 ans, perpétuelles, etc. Et on crée une procédure ad hoc pour les demandes de réduction ou de cessation de la période de sûreté. D'abord, évidemment, il faut avoir subi au moins 30 ans. C'est le TAP qui est compétent, mais sa décision est verrouillée, entourée de multitudes de conditions, d'avis, d'expertises, qui évidemment vont l'orienter vers une réponse négative. Il faudra qu'il soit bien courageux, le TAP, hein, pour accorder. Bon. Constitue désormais un obstacle à la réduction de la période de sûreté le fait qu'elle puisse être, notez bien, susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Bon, alors avec ça, tout est permis. Bon, alors je vais vite. Ensuite, avis et expertise, avis des victimes et parties civiles. Depuis 2004, c'est un peu pour tout, sauf que jusqu'à présent, c'était quand ça emportait une libération, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, de la réduction de la période de sûreté. Bon, passons. Avis d'une composition composée de 5 magistrats de la Cour de cassation, de collège de 3 experts, etc. Bon. Résultat des courses, tout ça va décourager les décideurs et désespérer les personnes détenues.
Ce sera le seul effet. Libération conditionnelle, la même chose. Hein, je termine là-dessus. La libération conditionnelle est rendue de plus en plus difficile, voire pour moi tout à fait improbable, pour les auteurs d'infractions de terrorisme. D'une façon générale, il y a très peu de libération conditionnelle. Des chiffres ont été donnés. Et il n'y a pas que, d'ailleurs, que pour les auteurs d'infractions de terrorisme, progressivement ont été mises en place des procédures différenciées pour les demandes de libération conditionnelle, qui fait que des personnes sont véritablement réifiées par l'infraction commise. C'est-à-dire que, vous le savez, on n'en finit pas de refaire le jugement de l'infraction qui a été commise pendant toute l'exécution de la peine, même 30 ans après ou plus, hein, puisqu'il y a des détenus qui sont en détention, mais avec la bénédiction de la Cour européenne des droits de l'homme là-dessus. Hein. Bon, donc, voilà, sont d'horribles terroristes. Donc, je passe sur la procédure, vous la regarderez, on n'a pas le temps, mais on avait déjà la procédure horrible de 730-2, je n'ai pas le temps, les avocats la connaissent, enfin, c'est vraiment une usine à gaz épouvantable qui avait été mise en place en 2011 et qui perdure. D'ailleurs, pourquoi l'avoir créée, cette nouvelle procédure, alors qu'on avait déjà 730-2 ? C'est la loi 2011 qui a créé les centres nationaux d'évaluation et tout ça. Bon, enfin, bon, passons. Bon. Je termine. Combien vont arriver à franchir tous ces obstacles? Combien vont survivre à tout ça? On peut se le demander. Et là, je reprends, évidemment, plus qu'un auteur, je ne sais pas comment le qualifier, Michel Foucault. Éliminer, lentement mais sûrement, ça c'est moi, ça c'est lui, ceux dont on ne peut rien faire et dont il faut faire en sorte qu'ils ne soient plus rien.